Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 1er novembre 2018, voici la une du journal. Tapis rouge pour une session parlementaire toute spéciale dès demain à Yaoundé. La session historique va vivre la prestation de serment du président de la République. À suivre sur cette saison post-électorale, le décryptage du professeur émérite Joseph Oona, le constitutionnaliste de renommée internationale, est l'invité du journal. Tapis rouge au consulat du Cameroun et à une délégation camerounaise au Congo-Brazzaville. Le ministre des Relations extérieures était reçu par le président Denis Sassou Nguesso. Tapis rouge à la mission sécurité CAF FIFA à l'immeuble Étoile ce jeudi. La délégation a été reçue par le Premier ministre Philemon Yang. Au terme des évaluations sur le site de Douala, dernière étape d'un périple qui rassure ses experts. Voilà pour les titres. Elle sera historique, la session parlementaire qui s'ouvre demain vendredi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Certes, il s'agit d'une troisième session ordinaire consacrée comme d'habitude à l'examen et à l'adoption du budget de l'État, mais celle-ci rentrera dans les annales comme la session qui aura vu la prestation de serment du président Paul Biya au terme de l'élection du 7 octobre. Aussi, les préparations en cours dans les deux chambres sont à la hauteur de la solennité et du faste annoncé pour cet événement national. Richard Talatodem. Les personnels du secrétariat général et du cabinet du président de l'Assemblée nationale autour du secrétaire général de la Chambre basse du Parlement, Geoffrey Désiré Mbok, c'est pour préparer la troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale de 2018, session consacrée à l'examen pour adoption du budget de l'État en 2019. Session qui cette année s'ouvre dans l'attente de la prestation de serment du président Paul Biya, votée triomphalement par le peuple camerounais le 7 octobre dernier. Les représentants de ce peuple sont conscients de la spécificité de la session ordinaire qui s'ouvre dans quelques heures. Nous savons que la session ordinaire, surtout celle de novembre-décembre, est consacrée au vote du budget. Et nous devons recevoir des membres du gouvernement. Nous attendons également des projets de loi. Mais le plus important cette année, c'est le serment du chef de l'État. On va regarder le budget de chaque ministériel pour voir ce qu'on peut faire pour adopter. Il y a la passation des services de notre chef d'État qu'on vient de lui voter et il est le père des nations. Nous tous, nous sommes là pour lui supporter, pour voir que tout le monde vive ensemble. Les hauts responsables de l'administration de l'Assemblée nationale ont entamé un tour du propriétaire pour s'assurer de ce que tout marche comme prévu dans ces préparatifs coordonnés par le très honorable Kavaye Yegye Djibril, le président de la Chambre. Ils vont ainsi se rendre à l'hémicycle qui a refait sa toilette, dans la salle des pas perdus, celle des portraits et dans la salle des commissions. Ils se rendront également à l'extérieur de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Yegye, jusqu'à présent a été la personne qui a impulsé l'ensemble des travaux. Il est venu au moins 3 fois par jour pour visiter le chantier. Ce matin, nous avons procédé à l'une des avant-dernières réunions pour vérifier le taux d'exécution du cahier de charges qui a été confié au secrétariat général par le président de l'Assemblée nationale. Nous en partons satisfaits. Les députés passeront des moments de travail au Palais des Verts et ils se reposeront à l'hôtel des députés où tout est mis en œuvre pour accueillir et de la belle manière les élus de la nation. Plus loin, à l'hôtel Montfeube, les représentants des collectivités décentralisées arrivent progressivement. La session ordinaire de 2018 au Sénat s'ouvre ce 2 novembre à 16 h au Palais des Congrès. Les sénateurs déjà à Yaoundé se veulent, entre sages, travailler dans un esprit républicain. Nous avons un comportement républicain, nous avons l'habitude d'étudier les textes. Il faudrait que ce soit une ambiance studieuse justement, c'est-à-dire que la loi des finances soit examinée à fond. Pour nous, c'est un problème de routine, donc c'est avec beaucoup de sérénité que nous allons examiner la loi des finances. Et c'est ici au Palais des Congrès de Yaoundé que se dérouleront les travaux. La grande salle inaugurale a déjà la configuration de l'événement. Les techniciens de surface sont à l'œuvre dans la salle, mais également dans les couloirs de l'édifice. Ici, l'esthétique est de mise. Les salles sont prêtes, les parlementaires sont enthousiastes et engagés. Alors,
que la 3e session du Parlement commence. Ces préparatifs de haute facture annoncent toute la particularité de cette session qui s'ouvre demain au Sénat et à l'Assemblée nationale. Une session qui sera marquée par ce grand événement, la prestation de serment du président de la République. Ce sera l'apothéose d'un processus électoral qui aura tenu la nation tout entière en haleine de bout en bout. Séverin Legambele analyse ici le contexte et les enjeux de cette session. Sénateurs et députés amorcent une session importante dans le travail parlementaire. L'examen et l'adoption des lois, le contrôle de l'action gouvernementale, la fonction de représentativité. Pour une fois, au plan politique, les deux chambres vont se retrouver autour d'un événement majeur. L'entrée en fonction du président de la République élu pour un mandat de 7 ans. Les Camerounais sont allés aux urnes dans un contexte que vous connaissez très bien. Donc, et que c'est lors de cette session que le chef de l'État va prêter serment. Vous savez que c'est un événement que nous attendons avec beaucoup de fierté, surtout nous qui avons battu campagne pour le président élu. Nous nous préparons à cette prestation de serment. Pour moi, c'est la première fois. Je suis à mon premier mandat et j'attends ça avec... je ne dirais pas impatience, mais c'est une expérience que je voudrais vivre quand même. Les enjeux politiques sur la table laissent ressurgir la question de la remise en état de marche du dispositif d'action du camp des vainqueurs après un scrutin qui aura, par endroits, semé le doute dans l'âme des militants. Ça nous interpelle. Moi, je suis député RDPC de la MIFI. Et dans la MIFI, comme vous le savez, le RDPC n'a pas eu un grand score. Ça nous interpelle d'autant plus que, comme on vient de le dire, d'ici quelques mois, nous serons encore sur le terrain de la campagne pour les législatives et les municipales. Nous avons, n'est-ce pas, au niveau de ce département, compris l'interpellation. Nous avons compris les questions, n'est-ce pas, que les populations se posent, parce que chaque fois qu'un citoyen met un bulletin dans l'urne, si c'est en notre faveur, ça veut dire qu'on travaille bien. Si c'est contre nous, ça veut dire que peut-être c'est une question qu'on nous pose. La session de novembre est avant tout budgétaire. Le Parlement doit adopter un document juridique approuvé par le président de la République, décrivant les recettes et dépenses de l'État pour l'année civile 2019. Et cela tient compte de l'environnement économique régional ou mondial. Il y a des équilibres à faire, il y a des engagements à respecter, comme nous venons de suivre tous l'actualité par rapport à certains engagements que nous avons par rapport à notre sous-région qui vient de voir la tenue d'une rencontre des chefs d'État à N'Djamena. On s'attend donc à un mois de délibération sur la vie économique et politique du Cameroun. Bonsoir, monsieur le professeur Joseph Oona. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Nous recevons en vous le professeur émérite en droit public, l'un des plus grands constitutionnalistes d'Afrique, l'ancien chancelier de l'université, l'ancien ministre, mais aussi le membre titulaire du comité central du RDPC pour poursuivre le décryptage et l'analyse de cette saison post-élection présidentielle au Cameroun. D'abord, nous sollicitons votre regard et votre appréciation sur le travail et sur le rôle même tout au long de ce processus électoral joué et tenu par le Conseil constitutionnel. Je voudrais d'abord revenir à la Constitution pour situer les choses. L'article 48 dit ce que fait le Conseil constitutionnel. Il est juge des élections parlementaires, présidentielles et référendaires, et la Constitution précise qu'il en proclame les résultats. Je crois que cela est clair. Quand il a proclamé, les résultats sont proclamés. Si vous regardez également la Constitution un peu plus loin, on dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de tout recours et que ces décisions s'imposent à toutes les autorités militaires, administratives et juridictionnelles. Je crois que cela dit, on peut tout de suite dire qu'en ce qui concerne les élections, la messe a été dite. Et la qualité de ce travail? Il était mis à S. La qualité de ce travail. Le Conseil constitutionnel a deux rôles. Le contrôle de la constitutionnalité, où on va attendre encore, et juger les élections. Je crois qu'un grand coup a été frappé
Personnellement, quand on regarde comment a travaillé le Conseil constitutionnel camerounais, on peut le féliciter. Parce que c'est d'abord un contentieux très pointu. C'est un contentieux d'observation. C'est un contentieux de contrôle des dispositions constitutionnelles très précises ou électorales très précises. C'est pour ça que les avocats du privé qui jouent les effets de manche ont beaucoup de difficultés. Je voudrais tout de suite ici retenir qu'il y a eu un jeune avocat qui m'a paru très bon et qui, en quelques minutes, faisait le travail. On peut féliciter le Conseil constitutionnel parce qu'il a permis, il a un peu innové. Il a permis un large débat sur ces questions. Il a permis qu'on parle. Et le fait de parler a fait que tout le monde a suivi les points qui étaient les points pointus. Et je pense que cela fera date. Mais il reste encore le vaste travail du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, des accords et des accords internationaux. Remontons, si vous le permettez, un peu l'histoire, professeur. On va vous entendre d'ailleurs sur nos antennes sur cette actualité. Il circule dans l'opinion une version sur cette affaire, l'affaire Bakassi, sur laquelle vous allez certainement intervenir dans les prochains jours. Une affaire où l'un des acteurs, d'ailleurs candidat à la récente élection présidentielle, affirme dans les réseaux sociaux et dans l'espace public avoir joué un rôle majeur et être même, je dirais, le héros du dénouement du 12 juin 2006, le dénouement de Green Tree. Votre regard, je reviendrai sur la prestation de serment qui me semble essentielle. On en reparle tout à l'heure. Bon, cette affaire de Bakassi, c'est deux choses très simples. Bakassi, c'est un chef qui a su écouter les conseils. Et ce chef, tout le monde le connaît, c'est le président Paul Biya. Il a su écouter les conseils pour maintenir le Nigeria. Je peux vous citer des programmes, des télégrammes diplomatiques très fins. Il a su écouter les conseils en acceptant les conseils qui lui disaient de souscrire la clause facultative de compétence obligatoire, c'est-à-dire qui permettait de traîner le Nigeria à la CIJ. Étant donné que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Okoye Agrikpo, en 1961, avait souscrit la clause sans réserve, nous nous étions aperçus de cela et nous avions conseillé au président de souscrire la clause et de déposer sa requête. Je crois que l'importance de toute cette affaire part de là. À partir du moment où les deux clauses jouent, le Nigeria était dans les taux et le Nigeria a dû se présenter à la Cour internationale de justice. C'est qui le héros de Bakassi à ce point? Je dis, il est encore le héros de Bakassi à ce point-là. Il est héros de Bakassi parce qu'il a accepté qu'on étende le conflit, au Conseil qui lui disait d'étendre le conflit à toute la frontière, c'est-à-dire que ça devienne un conflit non seulement terrestre et maritime, c'est-à-dire de la frontière du Tchad jusqu'à la Kouayafé. Je pense qu'en cela, il mérite le titre de héros. Il mérite également le titre de héros à mon avis parce qu'il a pu faire exécuter cet arrêt d'une manière très originale, c'est-à-dire en recourant aux négociations. Généralement, c'est le Conseil de sécurité qui exécute les arrêts de la Cour internationale de Bakassi. Et je crois que cela dit, il faut ajouter, et c'est la deuxième chose essentielle, que Bakassi est le fruit de l'expertise camerounaise conjuguée avec l'expertise internationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Expertise camerounaise, conception stratégique de l'affaire. Expertise camerounaise, nous avons fait intervenir dans l'affaire le professeur Bipoun pour la connaissance qu'il avait du droit international africain. Nous avons fait intervenir dans l'affaire le professeur Ntamak pour la connaissance qu'il avait de la procédure chez les anglophones. Si vous regardez l'affaire, vous verrez que dans l'équipe de l'affaire, vous avez des généraux. Le général Tatao, le général Tatao et le général Semengue, en ce qui concerne les problèmes stratégiques. Tout à fait. Nous pouvons continuer. Un monsieur qui était un monsieur important, et peut-être que les Camerounais ne le savent pas, le regretté Bodo, qui est aujourd'hui mort, qui était directeur du cadastre, et qui connaissait très bien tout le cadastre territorial, le frontalier camerounais. Et je peux vous dire qu'il a fait des merveilles quand il ouvrait sa bouche. Et je veux citer un héros anonyme
un héros anonyme, M. Chop, qui a tenu la logistique dans le cadre du cabinet Mignard et qui a suivi cette affaire pendant plus de 7 ans. Quant à la personnalité que vous voulez bien citer, elle a joué un rôle exceptionnel également en plaidant comme les autres personnalités. Mais on ne peut pas dire qu'elle est le héros de Bakassi, comme je l'ai vu dans le journal Mutation. Bakassi est le fruit, je dirais, la conjonction d'une bonne direction stratégique de l'affaire et la conjonction d'une expertise camerounaise qui a su se conjuguer à l'expertise internationale. L'agent principal était le professeur Pelé, le professeur Cotte, Jean-Pierre Cotte, ancien ministre français, M. Auriac et le professeur Jacques Lang. Donc, il y avait même d'autres experts internationaux qui ont participé à l'affaire. Je pense qu'il est très prétentieux qu'un individu lève le doigt et dise « Écoutez, j'ai été le héros de Bakassi ». Le héros de Bakassi, c'est beaucoup de Camerounais. Le héros de Bakassi, c'est d'abord le chef de l'État qui a su conduire l'affaire jusqu'au bout. C'est entendu. Merci pour ces rappels, professeur. Maintenant, revenons donc à l'événement qui s'annonce, la prestation de serment du président Paul Biya, événement annoncé comme inédit. En quoi cette cérémonie sera-t-elle inédite, professeur? D'abord, je voudrais encore revenir à la Constitution. L'article 7 de la Constitution dit que le président élu prête serment devant le peuple camerounais. Alors, je crois que vous avez un peu tendance à oublier le peuple camerounais qui est le grand témoin du serment du président. On dit devant le peuple camerounais et on dit devant les membres de l'Assemblée nationale, devant les membres du Sénat, devant les membres de la Cour suprême. Je pense que c'est d'abord le peuple camerounais. Qu'est-ce que c'est que cet événement-là? Cet événement-là, ailleurs on l'appelle Inauguration Day, ailleurs on l'appelle investiture. Cet événement-là est également accompagné des signes qui démontrent que désormais quelqu'un assume effectivement les fonctions présidentielles. Vous avez le coup de canon, il n'y a pas que ça. Vous avez la remise des effets de grands maîtres des ordres nationaux. Vous avez la remise de l'écharpe. Je crois que à ce moment-là, le président élu est vraiment investi, élu de la nation tout entière, ce qui lui permet désormais d'exercer le pouvoir que la Constitution qui lui réserve. Et ces pouvoirs sont tout à fait immenses. Ces pouvoirs concernent la formation du gouvernement, ces pouvoirs concernent la garantie de l'intégrité du territoire et du fonctionnement régulier des institutions. Ces pouvoirs sont diplomatiques, ces pouvoirs regardent la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, et ces pouvoirs sont les pouvoirs d'un président. C'est un peu un substitut au couronnement qu'avait le roi. Désormais, on sait qui est président de la République du Cameroun pour les 7 ans à venir. Absolument, mais ce 6 novembre, s'il est confirmé que ce sera cette date-là, ce sera aussi le symbole tout de même du 6 novembre. Paul Biya, plus que jamais l'homme du 6 novembre, donc. Mais je crois que c'est un symbole qui rejoint un autre symbole beaucoup plus important parce que finalement, quand l'autre 6 novembre a eu lieu, rien n'a plus été comme avant. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier. Nous qui ne faisions pas la politique avons été séduits par ce 6 novembre-là, par les termes moralisation, la rigueur. C'est par ça qu'on est venu à fréquenter les cercles politiques et à être là-dedans. Je pense que 2-6 novembre, c'est télescope, mais c'est dans la continuité pour pouvoir continuer une certaine œuvre. Sortons par une prospective, professeur, si vous le permettez, votre regard sur les priorités même de ce septennat qui va s'ouvrir. Bon, priorité, je serais tout à fait prétentieux pour tracer les priorités, mais je pense qu'il y en a une qui me saute aux yeux. C'est la situation économique de cette Afrique centrale où on a vu les cours de pétrole chuter, où on a vu le cours des matières premières chuter, où on a vu les recettes chuter, où on doit maintenir une économie de croissance, et une économie qui permette la répartition des fruits de la croissance et une redistribution de la justice sociale. Je pense que c'est là une priorité, et une priorité qui est une priorité de tout premier ordre. Probablement, deuxième priorité, c'est la situation sécuritaire, particulièrement le problème du nord-ouest et du sud-ouest, et peut-être d'ailleurs, problème du nord-ouest et du sud-ouest, mais c'est oublié que le premier devoir, l'un des premiers devoirs que la Constitution impose au président de la République,
c'est de garantir l'intégrité du territoire et l'unité de la nation. Je crois qu'il saura bien le faire, qu'il prendra toutes les mesures qu'il faut pour que cela soit garanti et pour également amener les Camerounais à vivre ensemble, à collaborer ensemble, à travailler ensemble et à refaire un Cameroun prospère. Merci infiniment, professeur Joseph Ouona, professeur émérite. On l'a dit et on va rappeler que vous êtes l'un des plus grands constitutionnalistes africains, ancien chancelier de l'université, ancien ministre et membre titulaire du comité central du RDPC. On va vous dire une bonne fête de prestation de serment et de célébration du 36e anniversaire de l'accession du président à la magistrature suprême. Merci à tous beaucoup. ces titres. Merci. Merci pour votre présence sur ce plateau et je vous accompagne avec la lecture de ce télégramme de félicitations de son Excellence Alain Berset, président de la Confédération suisse, adressé à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Il écrit « Excellence, suite à votre réélection à la présidence de la République du Cameroun, je souhaite vous adresser au nom du Conseil fédéral suisse mes vives félicitations et mes vœux les meilleurs pour le succès de votre haute mission ainsi que pour le bien-être et la prospérité du peuple camerounais. Mon pays s'engage depuis de nombreuses années aux côtés de la République du Cameroun, en particulier dans le domaine de l'aide humanitaire et en faveur d'une paix durable. Aussi, je suis persuadée que les liens d'amitié et de coopération qui prévalent si heureusement entre nos deux pays s'intensifieront encore à l'avenir. Je vous prie de croire, Excellence, à l'expression de ma haute considération. C'est donc un message de félicitations du président de la Confédération suisse. Dans la suite du journal, nous parlons de diplomatie et de l'axe Yaoundé-Brazzaville, renforcé au terme de l'audience accordée ce jeudi par le président Denis Sassou Nguesso à la délégation camerounaise que conduisait le ministre le jeune Belambela des Relations extérieures. Audience pour célébrer ensemble l'inauguration du consulat du Cameroun à Ouesso, c'est dans le nord du Congo. Éric Benjamin Lamère, notre reporter, revient de Ouesso. Environ 3/4 d'heure, c'est le temps qu'a duré l'audience accordée à Oyo par le président congolais à la délégation camerounaise composée des ministres le jeune Belambela des Relations extérieures, Paul Tangandji de l'administration territoriale, le maire André Noessian de Sambinima et l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Comidor Jimolu. Denis Sassou Nguesso et ses autres ont à nouveau feuilleté les pages de la fructueuse coopération entre le Cameroun et le Congo. Bien entendu, l'actualité politique au Cameroun, avec la récente réélection du président Paul Biya à la magistrature suprême, s'est invité dans les échanges. C'est d'abord un message de félicitations qu'il renouvelle à son frère et ami, le président Biya, pour sa brillante réélection. Et puis de deux, nous avons évoqué beaucoup d'autres choses que je ne pourrais pas livrer ici. Pour le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, cette visite aurait été un moment important dans les relations entre les deux pays. C'est un acte historique parce qu'il vient souder cette relation que nous devons préserver comme la prunelle des yeux entre la République du Cameroun et la République du Congo, entre leurs excellences Paul Biya, dont nous avons tous salué la brillante réélection, et son Excellence Denis Sassou Nguesso. Avant cette audience, la délégation camerounaise, à l'occasion de la célébration de la Toussaint et à l'invitation du chef de l'État congolais, a assisté à la cérémonie des gerbes au cours de laquelle le président Denis Sassou Nguesso, comme chaque 1er novembre, est allé honorer la mémoire de ses défunts parents dans son village natal à Oyo, sur les bords du fleuve Alima, dans le département de la Cuvette. Il est à noter que toute cette activité se tient en marge de l'inauguration du consulat du Cameroun hier à Ouesso, dans le nord du Congo, à la frontière avec le Cameroun. Et sur place ici au Cameroun, la mission sécurité CAFIFA achève son évaluation avec ce satisfait sheet. La CAN Total Cameroun 2019 va se dérouler dans d'excellentes conditions sécuritaires et c'est le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang qui a eu la primeur de cette annonce. Il recevait en début de soirée ce jeudi la délégation des experts de la sécurité de la CAF que conduit le colonel-major Djibril Ima Amidou. Laurentine Bokono.
Depuis leur arrivée au Cameroun samedi dernier, les experts des questions de sécurité de la CAF ont passé au peigne fin tous les sites d'accueil de la CAN Total Cameroun 2019. À cette occasion, rien n'a échappé à leur vigilance. Aéroports, établissements hôteliers et hospitaliers, les voies d'accès aux infrastructures sportives. À l'heure du bilan, le satisfecit est de rigueur, ce qui démontre à suffisance que le Cameroun a la capacité et la compétence pour relever tous les défis sécuritaires qui pourraient l'interpeller. On a fait le point. En tout cas, force est de constater qu'il y a une mobilisation nationale, une grande mobilisation des forces de défense et de sécurité et tous ceux qui sont concernés par cet aspect sécuritaire-là. On ne peut que noter ça pour l'instant. Le chef de la délégation de l'équipe d'experts de la CAF, le colonel-major Djibrila Ima Amidou, assisté des autres membres, a tenu aussi à relever les quelques points d'ajustement. Mais on a prodigué aussi, en tout cas, quelques conseils, ce qu'on a remarqué, ce qu'on peut remarquer, les petites défaillances ou les petites améliorations qu'on pouvait apporter, on a essayé de les apporter. Sérénité, assurance sur les visages des hôtes du Premier ministre, chef du gouvernement Philémon Yang. Échange, empreinte de convivialité. Le ministre des Sports Bidung Pat présente le comité des experts comme les hommes pétris d'expérience et qui aiment le Cameroun. Il convient de souligner que cette mission survient quelques jours seulement après la lettre de félicitations du président de la CAF au président élu de la République, Paul Biya, suite à sa réélection à la tête de l'État. Repartons donc sur les pas de cette mission mixte sécurité CAF-FIFA. C'était donc ce jeudi pour la dernière étape de sa tournée à travers les différents sites de la compétition. La mission a évalué puis apprécié le dispositif de sécurité mis en place là-bas pour la CAN 2019. Retrouvons à Douala Charlie Mérinos-Liato. Pour la CAF, la sécurité est un point essentiel dans l'organisation de ces compétitions. Douala étant l'un des sites les plus importants de la CAN 2019, l'équipe conduite par le colonel-major Djibrila Ima Amidou s'est montrée pointilleuse sur les détails. Une journée marathon qui a débuté par le complexe sportif de Japoma. 2 bonnes heures de concertation à huis clos avec les chefs de projet avant de faire le tour complet de l'infrastructure. Selon quelques informations fiables, un centre de contrôle vidéo sera aménagé pour une vue globale du site 24h/24. Tous les accès auront un dispositif électronique en plus de la présence physique des agents de sécurité et forces de maintien de l'ordre. Bien plus, le plan d'évacuation prévoit tout au plus 8 minutes pour vider ce stade de 50 000 places assises. À Japoma, comme au stade de la réunification, par où sont passés les officiels de la CAF, la procédure est presque la même. L'exigence sécuritaire n'épargne même pas les stades d'entraînement. La suite de la tournée les conduira au Sawa Hotel, qui sert de témoin au dispositif d'accueil, tout comme le Starland, où ils ont passé la nuit avant de prendre la route de l'aéroport international de Douala, plateforme qui relie la ville au reste du monde. Toutefois, à Douala, la sécurité est une préoccupation quotidienne. Caméras de surveillance et présence policière facilitent le contrôle dans toutes les artères de la ville. Une visite encadrée par les membres du COCAN, dont le ministre des Sports et le gouverneur de la région du littoral. Hier, les infrastructures, aujourd'hui la sécurité. Sur tous les points, Douala prépare sereinement sa CAN et visiblement, tout est en bonne voie. Restons donc dans ce domaine du sport pour notre série sur les engagements de campagne du président de la République. La profession de foi du candidat Paul Biya annonce la poursuite des chantiers des infrastructures sportives, mais aussi l'avènement d'un statut pour les sportifs de haut niveau. La politique sportive du nouveau septennat en perspective, c'est un regard de Luc Perry-Wanji. Parce que le sport, comme les arts et la culture, est prescripteur de sens et partie intégrante de l'identité camerounaise, Paul Biya en a fait le triptyque gagnant de sa profession de foi. La politique sportive du prochain septennat devrait s'articuler autour de 4 axes principaux, dont la construction de nouvelles infrastructures sportives n'est pas le moindre. Les chantiers nombreux de la CAN 2019 en cours, comme une anticipation sur le temps, annoncent déjà l'ère d'un renouveau inéluctable dans le champ sportif national. De cette armature infrastructurelle sont tributaires les 2 autres leviers du projet sportif de Paul Biya, à savoir l'amélioration de la compétitivité sportive nationale et la contribution du sport au rayonnement du Cameroun.
Projet ambitieux, assurément, une initiative devenue impérative par les temps qui courent. Le sport a depuis bien longtemps dépassé le giron des salles de jeu et les charpentes des stades pour arpenter les salons feutrés de la diplomatie internationale, au point de s'ériger en facteur structurant de la géopolitique mondiale. L'autre point d'orgue du cahier des promesses du nouveau président de la République, c'est bien la mise en place d'un statut du sportif de haut niveau. Au milieu des anciennes gloires et des sportifs encore en activité, on pavoise et s'en félicite. Il était temps. Cela vient juste à propos quand on voit pour certains de nos grands footballeurs sportifs de haut niveau la misère dans laquelle ils terminent leur vie parce que rien n'a été prévu pour eux. Que ce statut permette aux sportifs de haut niveau, notamment les internationaux, de terminer leur vie bénéficiant d'une sorte de pension. Si ces jeunes qui arrivent aujourd'hui peuvent bénéficier de ce statut, cela leur garantirait une fin de vie, je dis, avec moins de pénibilité. Un Cameroun qui gagne et tutoie le monde par le sport. Le cap de ce challenge osé est définitivement fixé. Les sportifs et les Camerounais ont 7 ans pour juger le nouveau président élu à l'aune de ses promesses. Et l'autre engagement du président élu pour le nouveau septennat concerne le soutien aux arts et à la culture. Le chef de l'État promet d'améliorer les conditions de travail et de vie des artistes camerounais. Également en ligne de mire, la promotion des industries culturelles et la protection de leurs droits. Le mieux-être des artistes camerounais en projection, c'est dans ce focus de Gisèle Longene. Le fruit des urnes au 7 octobre 2018 devra tenir 7 ans. Les promesses faites aux voix. Des engagements de Paul Biya pour sécher les larmes et pour taire les plaintes afin que mieux qu'auparavant, les garants, les acteurs de l'art et de la culture se révèlent et s'épanouissent. Il y a un certain nombre de réformes à envisager, notamment pour améliorer l'encadrement juridique, notamment de l'exercice des métiers artistiques. Si je prends un cas concret, aujourd'hui, le domaine du livre et de la lecture, par exemple, vous avez la pratique du métier d'éditeur qui n'est pas encadrée. L'Institut national des arts et de la culture sera mis en service pour pouvoir donc aussi former tous ceux qui ne sont pas dans le cadre formel. Il faut qu'on aboutisse à la création d'un statut qui donne toutes les garanties pour ce métier. Quand on veut monter une entreprise culturelle, et vous arrivez aux impôts, il n'y a aucun régime. Autant que le football hisse le Cameroun au sommet du monde, l'art plastique, le 7e art et les autres le pourraient par ailleurs. Il y a lieu de renforcer l'assiette des lieux de diffusion. Parce que l'une des choses que les Camerounais ont en mal, c'est les espaces de diffusion de ce qu'ils sont, de ce qui est leur production dans le domaine de la culture. Des communes peuvent prendre des pans de culture pour en faire des destinations. Une formulation revisitée du compte d'affectation spéciale est une autre solution à la prise en charge sociale de ces créateurs des œuvres de l'esprit. Paul Biya investit. Pour l'actualité, parlons de cette importante action humanitaire du chef de l'État à l'adresse des populations déplacées dans la région du Sud-Ouest, des matériaux de construction, des denrées alimentaires et des produits de première nécessité donnés pour un nouveau départ. La distribution était effectuée ce jeudi par le gouverneur Bernard Okalia Bilay. Retrouvons à Boya Charles Lobon-Nouesson. L'important geste humanitaire du chef de l'État aux populations déplacées de la crise sécessionniste dans le Sud-Ouest est constitué de matériaux de construction, des denrées alimentaires, matelas, couvertures, entre autres, pour la reconstruction, mais bien plus pour un nouveau départ. Maintenant, vous voyez que le chef de l'État a évolué, il est passé de la situation humanitaire d'urgence et il évolue vers une situation plus confortable pour ses compatriotes qui sont en difficulté parce qu'ils sont en déplacement. C'est-à-dire les faire revenir chez eux et les accompagner dans la reconstruction de leurs habitats qui étaient détruits. Les modalités de recensement et de distribution de l'assistance humanitaire du président Paul Biya déjà établies. Quand il s'agit de reconstruire, et il faut bien que les victimes indiquent là où se situait
la maison détruite et que le site soit effectivement certifié par les chefs traditionnels, les chefs de village. Donc voilà un peu les modalités. Et cela va se faire avec l'assistance de tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que je demande à la presse d'en faire large écho pour que ceux qui sont encore en déplacement parce qu'ils n'ont plus de maison ou ceux qui sont dans les brousses puissent revenir pour bénéficier de cette assistance humanitaire décrétée par le président de la République. À Boya, les populations disent merci au chef de l'État avec tout un programme. Nous voulons rassembler la population de Boya d'abord pour célébrer le chef de l'État qui a initié ce projet. Et après sa cérémonie de prise de serment, nous aurons donc l'opportunité de distribuer les matériels acquis des droits. Un précieux cadeau du chef de l'État, déjà perçu comme un grand cadeau de fête de fin d'année. Clap de fin dans le journal ce soir pour le feuilleton de la semaine qui faisait un zoom sur ces habitants des lointaines banlieues et des villes périphériques de la capitale. Le dernier épisode met en lumière le vivre ensemble pacifique manifesté par ses compatriotes d'origine culturelle et linguistique diverses. Ils s'installent généralement à vie dans ces banlieues, devenues pour beaucoup leur village d'adoption. Immersion dans le vivre ensemble pacifique en fou, c'est avec Oswald Modon. Tadé, Marie-Paul, Henri, Désiré, Bouba. L'échantillon est représentatif de ce que sont aujourd'hui ces agglomérations satellites des grandes cités camerounaises. Des villes, villages où se côtoient des hommes et des femmes d'horizons divers et que le destin a réunis en un lieu. Je viens parce que je fais la surpopulation de Yaoundé. Aujourd'hui, ils constituent tous les éléments interdépendants d'un puzzle qui s'est constitué au gré du hasard. Désiré et Tadé, respectivement cadre au ministère des Sports et de l'Éducation physique et reporter à la télévision nationale, ont opté pour une navette quotidienne entre leur base d'Umfou et la capitale. J'ai trouvé le cadre très convivial et le coût du terrain encore assez bas. J'ai préféré obtenir un lopin de terre ici qui m'a permis d'investir un peu. Une maison que je peux trouver à Yaoundé à 150 000 francs avec toute ma famille, je peux l'avoir en fou à 70 000. Ancien fonctionnaire du cadastre, Henri Konfoua, accueilli il y a plus de 30 ans maintenant, est désormais chez lui ici. Je suis de Banjoun. Ma femme est du littoral. Je me suis senti à l'aise ici. Dans la réunion du quartier, on ne dit pas tel et de tel ou tel et de tel. On réunit tous ceux qui vivent ici. Comme Kasmou, venu de Ndop, ils sont nombreux ces Camerounais qui ont trouvé en Fou un village d'adoption. Mfou est le prototype même du brassage des populations. C'est mon premier village parce que j'y vais chez moi seulement pour les deuils, sarcler les tombes et tout. Et cet état des choses est facilité par des autochtones réputés pour leur hospitalité. Mfou apparaît comme une ville de refuge. Le vivre ensemble, ça a toujours été une réalité et ce sera toujours une réalité. Personne n'est gêné. Au contraire, nous sommes très contents du fait d'avoir ces gens qui viennent. Le brassage permanent entre les fils d'Umfou et ceux venus parfois de lointaines contrées contribue à faire de cette localité un véritable laboratoire du vivre ensemble au Cameroun. Allons à Douala pour cet atelier de formation et d'échange sur la sécurité entre les professionnels de l'aviation et autres acteurs de l'aéronautique, séminaire ouvert mardi, qui s'achevait donc ce jeudi, et organisé par l'Association des contrôleurs aériens du Cameroun. D'autres précisions avec Flore Écoulé à Douala. Les autorités aéronautiques des États de la Communauté économique de l'Afrique centrale, conscientes de la menace sur l'environnement à cause des émissions de carbone dans l'atmosphère. Fort de ce constat, les experts français et canadiens à ce séminaire illustrent l'engagement collectif et le leadership de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour combattre les effets néfastes des activités du secteur de l'aviation sur l'environnement. Ce séminaire est pour nous très important car à partir du 1er janvier 2019, nous allons devoir mettre en place le nouveau système de compensation des émissions du carbone pour l'aviation. Il faut noter que l'aviation est le premier secteur industriel au monde à mettre quelque chose en place pour lutter contre le changement climatique.
Pour l'autorité aéronautique camerounaise, il est question de permettre aux participants de continuer à acquérir davantage d'informations nécessaires à la réussite du décollage du Corsia et à son implantation subséquente en Afrique et ailleurs. Même si le Cameroun n'est pas un pays polluant, dès qu'on pollue ailleurs, il y a des effets ici au Cameroun. Bon, c'est dans ce sens que le Cameroun, en tant que membre de l'OACI, a accepté d'abriter cette séminaire. Le nouveau manuel technique en environnement montre l'ampleur avec laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale et les États membres ont perçu le dit projet. C'était tout à fait autre chose sur les experts canadiens, français et camerounais qui se concertaient donc à Douala sur le réchauffement de la planète. Mais nous restons à Douala avec cette scabreuse affaire. 43 sacs de pièces de monnaie camerounaises et nigérianes d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA ont été saisis dans un domicile au quartier Ndogbom par une équipe du groupement de la gendarmerie territoriale de Douala. Au cœur de cette affaire, 2 suspects, un Camerounais et un Asiatique, présentés ce jeudi dans la capitale économique. Voici le récit de Maïratou Abba à Douala. C'est peut-être l'explication de la pénurie des pièces de monnaie dont souffre la capitale économique depuis plusieurs mois. La saisie ce 1er novembre de 43 sacs dans lesquels se confondent pièces de 50, 100 francs et de la monnaie nigériane. Des sacs d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA et plus de 10 millions de naira. Résultat d'une exploitation minutieusement menée par l'équipe du colonel Vundi et Mané Herman. Sur dénonciation, nous avons mis sur pied une équipe. Après filiature, nous avons rendu compte des faits à notre hiérarchie et sur haute instruction du commandant de Légion, nous nous sommes déportés de ce côté à Ndogbon, où après des investigations, ça a soldé à la saisie de ces pièces que vous venez de découvrir. Ont également été saisies des machines à souffle, des munitions et des essences de bois, bibinga et ébène. Les suspects occupants de la maison où ont été saisis ces sacs au quartier d'Ogbon, Vincent, un Asiatique, et Manga Itame, Camerounais, tous âgés de 37 ans, ont été mis aux arrêts après avoir opposé une résistance aux forces de l'ordre. Ils ont été présentés au groupement de gendarmerie de Douala où une enquête a été ouverte pour en savoir plus. La valeur de la prise, ce serait bien 2 millions de francs CFA environ. Parlons de la rentrée du Cercle camerounais de philosophie. C'était hier, mercredi, ici à Yaoundé, une cérémonie accompagnée du lancement du programme Arrêt sur travaux. Le professeur Ebenezer Ndiomwele, qui est le président de ce cercle, entend ainsi faire entendre la voix et l'œuvre d'un philosophe chaque mois ici à Yaoundé. La leçon inaugurale de cette rentrée avec Christian Bachegane. Nul n'entre ici s'il n'est philosophe, ou à tout le moins s'il n'est à même de s'approprier le pouvoir du savoir, dans ce grand oral organisé par le Cercle camerounais de philosophie, qui entend à travers le programme Arrêt sur travaux, porter la voix de la philosophie dans les grands sujets de l'heure. Faire parler des philosophes camerounais, l'intérêt est de sortir un deuxième ouvrage qui montre la nouvelle génération de philosophes camerounais. Sur le pupitre, le tribun du jour, professeur Charles Romain Bellé élaborait sur la philosophie des marges, un concept relevant de la métaphysique classique, un exposé hautement intellectuel, hermétique et riche en savoir savant, qui invite l'Afrique en particulier à l'appropriation massive du savoir pour maîtriser la nature, assurer la pacification et propulser le développement autonome du continent, débarrasser de l'eurocentrisme et affranchir des insuffisances de la pensée post-coloniale. Il faut que l'Afrique s'empare, entre dans la danse scientifique et de l'intelligence artificielle pour qu'elle-même organise sur son terrain des centres d'excellence en intelligence artificielle. Au lieu de laisser Google, Apple et tous les autres, parce qu'ils sont en train de pénétrer l'Afrique, parce qu'eux, ils ont des produits à vendre et ils nous transforment toujours en consommateurs. Après l'exposé d'une quarantaine de minutes, une passe d'armes intellectuelles s'est ouverte entre l'orateur et un public tout aussi savant pour un véritable banquet épistémologique qui attise la soif d'apprendre et de connaître pour être.
Pour plus de volontaires camerounais, le pays va bénéficier de l'accompagnement du système des Nations Unies dans la mise en œuvre d'un programme national de volontariat. Les documents pour ce programme étaient signés ce jeudi à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, et par la représentante résidente du PNUD, Madame Allegra Maria Del Pilar. Le reportage de Ibrahim Mohamed Abbassi. Le gouvernement a mis en place le programme national de volontariat, un outil de référence dont les missions restent l'édification d'un Cameroun démocratique, uni dans sa diversité et résolument engagé sur l'autoroute du développement. Un programme soutenu par le système des Nations Unies à travers la signature de ces documents d'appui qui marque un pas décisif dans la mise en œuvre du volontariat inclusif. C'est effectivement une recommandation des Nations Unies, un encouragement du secrétaire général lui-même que les pays membres puissent mettre en place des plateformes nationales de volontariat. Étendu sur une durée d'1 an renouvelable, cet accord apporte ainsi un appui technique et un accompagnement stratégique aux efforts du gouvernement dans l'encadrement de l'engagement citoyen. Un choix du gouvernement pour capitaliser les expertises et les compétences qui sont nombreuses, notamment celles des jeunes Camerounais qui sont bien formés et qui sont disponibles, prêts à offrir leurs services à leur communauté à la base. Pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre du programme, le ministre Mounouna Foutsou a remis du matériel de travail aux responsables de la coordination nationale et des 10 antennes régionales. Dans la région du Nord, il y avait fête dans le Lamida de Demsa. Sa Majesté Aboubakar Mustafa célébrait ses 6 ans de règne. Une belle fête en présence du gouverneur Jean Abatéji qui a pu ainsi apprécier les trésors culturels de Demsa. La fête du trône à Gashiga, c'est un reportage de Mamoudou Danda. La fête du trône Demsa 2018 était une occasion idoine pour découvrir davantage le Lamida de Demsa qui est réputé pour sa belle fantasia, son musée de cheval et son écurie royale. C'est un événement culturel qui s'est déroulé en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abatéji, et d'un parterre d'invités venus du Cameroun, du Nigeria et du Tchad. La fête à laquelle nous avons assisté demeure un lien culturel important entre les attentes d'un anniversaire d'un Lamida, certes, mais aussi surtout la perpétuation d'une culture qui fait la carte d'identité de la région du Nord. Ceci est très important et nous prépare déjà à la grande fête sportive que nous attendons l'année prochaine. Hormis l'intronisation de 2 notables, à savoir Touraki et Kaura, le public a eu droit à la course hippique, le tout accompagné d'une grande animation par des groupes de danse venus du Nord et de l'extrême Nord. À la fin de cette édition, je suis un lamido comblé, heureux, parce que tout s'est passé comme je voulais. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. L'Église catholique a célébré ce 1er novembre la solennité de la Toussaint. Au cours de ce mois de novembre, l'Église prie aussi pour tous les défunts. Le sens de cette célébration avec Pierre Biinambarga. Le 1er novembre de chaque année, l'Église catholique romaine célèbre une solennité spéciale, la fête de tous les saints, la Toussaint. Il y a des saints connus. Il y a des saints inconnus. Il y a même des saints dont on n'a jamais entendu parler. Cette fête est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de célébrer des saints connus et des saints inconnus par les croyants. En Afrique, on compte quelques saints et c'est au bout des doigts. Est-ce à dire que nos ancêtres qui ont vécu avant le christianisme n'ont pas accédé au royaume des cieux, vivant la félicité du ciel. L'Église a institué une journée pour célébrer tous les saints. Non seulement ceux qui sont reconnus par l'Église, mais tous les autres. Et ils sont nombreux, tous nos ancêtres, nos parents. Le mois de novembre est totalement dédié aux défunts par l'Église catholique romaine. Tout un mois
des prières pour les défunts. Ces fidèles-là, nous avons partagé des moments de pénibilité avec eux. Nous avons partagé des moments de joie avec eux. Il ne faudrait pas qu'ils restent dans les oubliettes. Dès le lendemain de la Toussaint, on prie pour tous ceux qui sont encore en route, c'est-à-dire les défunts. Et tous les défunts. C'est dire que les trépassés qui reposent ici, au cimetière d'Envolier, dans d'autres cimetières et dans les tombes, ont certainement enregistré des saints, mais des saints non canonisés. La fin du 20h30, l'essentiel à retenir, c'est cette session parlementaire du mois de novembre qui s'ouvre demain vendredi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Une session toute spéciale qui va voir la prestation de serment du président de la République élu, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun a son tout nouveau consulat à Ouesso, dans le nord de la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a accordé une audience à la délégation camerounaise au terme de cette inauguration. Et puis la mission de sécurité CAF FIFA a reçu en audience ce jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang au terme de l'évaluation du site de Douala dans le littoral, qualité des infrastructures et de la sécurité jugée satisfaisante. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. D'autres informations sur cette antenne à minuit avec Jean-Cyriac Bessé et Patricia Lebam-Tuxon. Pour les éditions du week-end, vous allez retrouver dès demain sur ce plateau à 20h30 Karine Olive Yabit. Je vous souhaite d'avance un très bon week-end et je vous dis à lundi 20h30.